Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus donc, à cette session sur le NDK Android. Donc, pour la courte présentation, je m'appelle Sylvain Ratabouille, donc je travaille pour Valtech, qui est une agence de digital marketing, et donc société à forte vocation technologique, donc on a l'occasion de travailler sur pas mal de technologies, et notamment Android. Donc dernièrement, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler notamment sur les applications pour le journal L'Express pour Android. Et à titre personnel, donc, je me suis beaucoup intéressé au développement natif et en particulier donc, au NDK. Donc cette présentation va se dérouler en 5 grandes parties. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce qu'est le NDK, le kit de développement natif. Donc. Je vais vous expliquer dans une deuxième partie comment installer son environnement, enfin comment écrire un programme natif, le compiler et l'embarquer dans son application Android. Ensuite, je vais un petit peu parler de la communication entre le code natif et le code Java. Après, je vais faire un petit tour d'horizon des API qui sont disponibles dans le NDK Android. Et enfin, dans une dernière partie, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, de vous faire entrevoir comment porter du code C++ sur Android avec le NDK. Alors, tout d'abord, avant d'évoquer ce qu'est le NDK Android, je vais essayer de vous présenter, je vais essayer de me rappeler un petit peu ce qu'est le SDK. Donc là, on parle du kit de Software Development Kit, pardon, qui permet d'écrire des applications donc, en Java sur Android. Ces applications, donc, elles sont packagées dans un APK, les sources sont compilées sous forme de bytecode spécifique à Android, les ressources sont packagées, etc. Ça, c'est ce que permet donc de faire le SDK. Le SDK donne accès à tout le framework Android, donc c'est-à-dire au capteur, au GPS, tout ce qui est construction d'interface graphique. Donc tout le framework est disponible depuis le SDK. Le code Java, tout le monde le sait, est interprété par une machine virtuelle qui s'appelle Dalvik sur Android. Et enfin donc, qui dit Java dit aussi Garbage Collector qui gère la mémoire et récupère et collecte tous les résidus. Donc, les quelques défauts qu'on peut trouver au SDK et à Java en général. Alors déjà sur Android, donc, il faut savoir qu'on a des ressources qui sont limitées, les ressources CPU, GPU donc aussi, les ressources mémoire également. C'est de moins en moins vrai, mais ça reste toujours le cas. Dalvik, donc, comme j'ai dit, interprète le code Java, donc ça implique il y a un temps d'exécution qui est un tout petit peu plus long. C'est amélioré avec l'apport il y a quelques temps de la compilation de Just-in-Time. Ça reste quand même, on n'est pas aussi performant que le code natif lorsqu'on le pousse dans ses retranchements. Voilà. Ensuite, il y a aussi le Garbage Collector, donc, qui rajoute du temps d'exécution lorsqu'il faut récupérer la mémoire. Le contrôle de la mémoire aussi, l'alignement mémoire, l'allocation donc, est moins bon en Java. Et enfin, la portabilité qui est aussi beaucoup plus limitée, notamment lorsqu'on veut porter son code sur iOS. iOS ne supportant pas Java. Voilà. Donc, qu'est-ce que le NDK Le NDK, déjà, c'est vraiment un kit de développement qui fonctionne avec le SDK. L'un ne va pas sans l'autre. Il est disponible donc depuis Android Cupcake 1.5. Donc, ça veut dire qu'il marche même sur les vieux téléphones. Son évolution est plus ou moins parallèle avec le SDK. Ça veut dire qu'en général, quand un SDK sort, le NDK sort quelques semaines après. Et basiquement, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une archive qui suffit de dézipper sur sa machine et qui contient un compilateur de base de CGCC et qui permet donc de faire de la cross-compilation, c'est-à-dire de compiler vers d'autres plateformes, c'est-à-dire en général on développe sur une machine Intel classique x86, et donc ça permet de compiler vers les processeurs ARM, ce qui est quasiment le type de processeur le plus généralisé sur Android, et également de compiler pour certains téléphones récents en x86, donc pour Intel, et aussi du MIPS. Donc le NDK s'appuie sur des systèmes de makefile, c'est assez classique en fait, dans lequel on liste toutes les sources à compiler, les librairies à inclure. Et il offre aussi des outils de débugage. Donc là aussi c'est du basique, c'est GDB qui est utilisé fréquemment sur Linux. Donc
le SDK offre le support du C et du C++. Donc c'est vraiment le C++ classique, j'ai envie de dire. Donc ce code-là est bien évidemment exécuté nativement. Il n'y a pas d'interprétation contrairement au Java. Alors, comme je disais, le NDK et le SDK fonctionnent ensemble, ce qui signifie qu'on peut appeler du Java depuis le code natif et inversement. Le code natif peut appeler du Java. Alors l'avantage du SDK aussi, c'est qu'il permet c'est qu'il permet d'appeler du code assembleur. Donc dans les cas où on a vraiment de fortes contraintes en termes de temps d'exécution, on peut vraiment optimiser fortement son code. Et notamment, on a accès aux instructions SIMD, donc ce qui permet vraiment de traiter en lot de grandes quantités, enfin de paralléliser le traitement des données. Et enfin, alors on a accès à certaines API Android, donc du framework Android, mais il faut savoir que là, ça sera beaucoup plus limité, contrairement à ce qui est disponible en Java. Donc pour une courte entrevue de ce qu'offre le NDK, déjà il y a une libc qui s'appelle Bionic. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc il offre les librairies C relativement classiques, tout ce qui concerne les threads, tout ce qui est mathématique, l'accès aux fichiers, les timers, zlib aussi par exemple. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est disponible sur une OS Linux par exemple classique sera disponible, mais les principales librairies sont disponibles. Vous avez accès donc à JNI, Java Native Interface, qui permet de communiquer avec Java. Vous avez aussi notre librairie, notamment, qui permet de traiter les bitmaps Android qui viennent de Java. Donc ça s'appelle JNI Graphique. Vous avez accès aussi à OpenGL pour le rendu 3D, donc ce qui est l'un des premiers intérêts du NDK. Vous avez aussi accès à OpenSL, donc là c'est OpenGL mais pour le son. Vous avez aussi accès donc à tout ce qui est périphérique d'entrée, au capteur, et aussi vous pouvez effectuer tout ce qui est log dans le logcat Android. Voilà. Donc à qui est destiné le NDK? Donc le NDK vous est destiné si vous avez besoin de performance. Donc si vous avez vraiment besoin d'écrire des applications qui ont besoin de faire des traitements intensifs. Si par exemple vous avez marre du garbage collector qui prend du temps d'exécution et qui ralentit régulièrement sans qu'on puisse prédire exactement quand il va récupérer la mémoire et donc ralentir votre programme. Si vous avez besoin d'optimiser aussi la gestion de la mémoire, donc notamment tout ce qui est allocation, alignement mémoire, ce qui est très important quand on veut optimiser la gestion du cache sur un processeur par exemple. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, donc pour tout ce qui est opération intensive en CPU, si vous n'avez pas besoin de faire des appels fréquents, je dirais, parce que les appels entre Java et le kit développement natif peuvent être un petit peu lents si jamais ils sont trop fréquents, notamment parce que les optimisations sont désactivées lorsqu'on appelle du code natif. Donc c'est vraiment à l'interface entre le Java et le C qu'il faut faire relativement attention. Et donc si vous avez besoin aussi d'accéder, si vous avez de gros besoins en termes de mémoire, parce que le NDK n'a pas les limitations du Java classique en termes de heap size, donc en termes de possibilités d'allocation, qui sont de 32 ou 48 mégas, je ne me rappelle plus exactement en Java. Et avec le NDK, on a accès à vraiment toute la mémoire du périphérique. Ensuite, le deuxième intérêt, donc au-delà de la performance, c'est aussi de porter du code C, C++ qui existe déjà. Notamment l'écosystème actuel du C, C++ est relativement large, il y a beaucoup de librairies disponibles, qui sont supportées d'ailleurs par pas mal de systèmes, la plupart même. Et donc c'est l'un des grands intérêts du NDK, récupérer du code qui fonctionne sur Android, qui peut fonctionner sur iOS et même d'autres plateformes mobiles et même des plateformes classiques, PC, etc. ou Mac. Donc le NDK ne vous est pas destiné. En revanche, si jamais vous trouvez que le Java est trop compliqué, parce que le C++, je vous préviens, c'est encore pire. Et avec JNI, je n'en parle pas, ça ne simplifie vraiment pas les choses. Ensuite, si vous voulez écrire des interfaces graphiques en C ou C++, c'est pas la peine d'y compter. Encore une fois, parce que JNI c'est compliqué et qu'il n'y a pas d'API disponible pour écrire des interfaces graphiques. Peut-être certaines solutions viendront, je pense à Qt qui arrive, mais bon, pour l'instant honnêtement, il ne faut pas y compter. Ensuite, donc, je parlais de mémoire, mais il faut savoir que
pour l'instant, il n'y a pas de politique à proprement parler en termes de qui autorise les programmes NDK à accéder à toute la mémoire. Ça veut dire que plus tard, actuellement, on peut le faire. C'est pas dit que ça ne change pas si jamais il y a des abus de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, si vous voulez customiser des ROM, donc là, je parle vraiment refaire un système pour votre téléphone. Là, c'est pas tellement au NDK qu'il faut, c'est pas le NDK qu'il faut utiliser, c'est plutôt le projet AOSP de Google, qui fonctionne sur des bases un petit peu similaires, avec des makefiles, etc., mais qui est différent. Le NDK est vraiment destiné à écrire des applications. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour écrire une application avec du code natif? Donc déjà, l'environnement de développement, c'est le même que pour la programmation Java, c'est Eclipse. Donc c'est celui qui est supporté officiellement par Google. Donc pour ça, on utilise celui-ci s'appuie sur le plugin CDT. Alors sachez que désormais, depuis la dernière version du NDK, donc il y a un plugin qui est fourni, ce qui fait que normalement, d'ailleurs il y a même un package avec Eclipse et Android et tous les outils pour Android qui est fourni par Google. Donc normalement, vous récupérez ça, vous avez les plugins pour Android, Java et pour faire la programmation native en C++. Donc vous avez aussi d'autres IDE qui sont disponibles. Vous pouvez programmer avec Visual Studio si vous le souhaitez. Il y a un plugin alors que je n'ai jamais testé personnellement mais qui permet de le faire, qui s'appelle VS Android. Pour ceux qui veulent faire vraiment beaucoup d'optimisation, vraiment de l'optimisation fine, il y a ARMDS5, donc, qui est vraiment l'IDE officielle d'ARM, donc le fabricant des processeurs qui sont pour la plupart utilisés sur Android. Donc qui est très intéressant si on veut vraiment faire l'optimisation fine pour les processeurs. Ensuite, donc, vous avez les autres IDE qui sont supportés, NetBeans, IntelliJ, et ensuite vous pouvez faire aussi tout simplement par ligne de commande. C'est très simple. Donc, pardon. Comment est-ce qu'on crée un projet NDK? Donc, en supposant que vous ayez installé Eclipse et que vous ayez créé un projet Java, donc ici c'est simple, il suffit de cliquer sur le projet. Vous avez une petite option qui est Add Native Support lorsque vous faites un clic droit sur votre projet. Et ensuite, automatiquement, le plugin qui permet le plugin NDK, pardon, crée un répertoire JNI et place un makefile et des sources dedans, ce qui fait qu'ensuite vous avez juste à compiler votre projet. Et après, votre application est prête à fonctionner en natif. Ça intègre les différents targets? Pardon? Ça intègre les différents targets, les différents ARM, Intel et compagnie? Alors, j'en parlerai plus tard, normalement dans nos slides, mais on peut effectivement spécifier dans les makefiles du kit des développements natifs ARM, x86, etc. Alors, par défaut, je ne suis pas certain, je pense qu'il doit compiler que pour ARM. Je ne le promettrai pas. Mais c'est très facile à rajouter. Donc voilà, donc le CDT donc, permet de faire... Donc, lui, en gros, comment se passe la compilation? D'abord, CDT va compiler le code source en natif. Ça va placer une librairie qui sera générée donc, dans le répertoire, je le marque, lib arm ABI. Donc ça, c'est dans le cas ARM, effectivement. Dans le cas des processeurs x86, ce sera ailleurs. Et ensuite, Android ADT, donc c'est le plugin Android Java classique, lui va prendre cette librairie, la packager dans votre code, dans votre APK au final, et va mettre le code Java, tout ce qu'il faut comme habituellement. Et ensuite, va générer votre application qui pourra être déployée sur n'importe quel téléphone. Donc vraiment, la seule différence, c'est qu'une librairie native est compilée et embarquée dans votre application. Donc ici, on a un exemple de code Java qui appelle du code natif. Donc là, vous pouvez voir, c'est une activité relativement classique. La seule différence, c'est ici la déclaration d'une méthode native, que j'ai appelée ici getMyData, à la ligne 10, donc, qui est déclarée avec le mot-clé native. C'est tout, et il n'y a pas d'implémentation. Et ensuite, on doit charger la librairie qui est générée par le NDK via un appel à system.loadLibrary. On spécifie juste le nom de la librairie, et après, elle est chargée en mémoire automatiquement. Et donc après, on peut faire les appels aux méthodes natives sans aucun problème. Donc un exemple de fichier d'implémentation C++ de l'autre côté. Alors,
je vais expliquer un petit peu plus en détail après ce que signifie un petit peu les JNI export, JNI call. Mais en gros, c'est une méthode relativement classique. Vous déclarez votre nom de fonction, vous mettez vos paramètres. Vous retournez, ici en l'occurrence, on retourne une chaîne C++ qui est encapsulée dans une chaîne Java au final. Donc je reviendrai là-dessus en détail plus tard. Mais en gros, on écrit du C++ vraiment classique. Donc, je parlais du makefile, en voici un exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail là aussi. En gros, il faut spécifier le nom de votre librairie, c'est la directive local module qui est spécifiée ici. Ensuite, vous déclarez la liste des fichiers que vous voulez compiler, c'est ce qui est spécifié ici. Et ensuite, vous lancez la compilation avec la directive à la fin. Voilà. C'est vraiment relativement basique et c'est très facile à modifier. Et à partir de ça, donc, il suffit de lancer votre application et après, ça tourne sans aucun souci. Ça reste à voir, mais en tout cas, ça tourne. Donc, une petite remarque quand même, c'est qu'il est fréquent d'avoir des petits bugs sur le NDK. Notamment, je crois que pour la version R8, il y a 4 versions qui ont été publiées. Donc, voilà, ça arrive régulièrement. C'est pas très gênant en général, mais ça arrive, il faut le savoir. Notamment, par exemple, en R8C, il y avait un problème sur la compilation incrémentale, ce qui fait qu'il recompilait à chaque fois tout le projet. Donc, il est possible de débugger les applications natives. Il suffit de placer un point d'arrêt après dans le source code, un petit peu comme en Java. Donc, ça marche très facilement. Il suffit de spécifier après une directive à la compilation qui est ndk debug. Et après, ça fonctionne relativement simplement. Le seul truc, c'est que c'est quand même assez lent à l'exécution, c'est pas très pratique. Il y a souvent des petits plantages d'ailleurs, bon. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de tout ce qui est interface native. Donc c'est comment le code Java parle avec le code C++. Donc ça, c'est le rôle de JNI. Donc il faut savoir, je reprécise donc que le NDK supporte des API Android qui est limité. Donc ça veut dire que tout le framework Android, notamment l'interface graphique, ne seront pas disponibles. Donc pour que le code natif ait quand même accès à des fonctionnalités intéressantes, il lui faut JNI, qui permet donc d'appeler du code Java. Et le code Java qui permet au code Java d'appeler du code C++. Donc JNI, c'est une API qui ressemble beaucoup à la réflexion Java. C'est vraiment très similaire. Et en gros, elle offre vraiment un support du Java qui est complet. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, pour avoir une méthode native, ce que j'expliquais, c'est qu'il faut utiliser le mot-clé native. Donc, au final, les méthodes JNI natives fonctionnent vraiment comme des méthodes classiques. C'est-à-dire que tous les mots-clés sont autorisés. On peut renvoyer des exceptions, on peut retourner et passer un paramètre des types primitifs, des tableaux, des objets Java. Donc on peut renvoyer des exceptions comme je l'ai dit. Vraiment, c'est des méthodes Java entre guillemets classiques. Tout est disponible. Donc tout à l'heure, je vous ai montré une fonction native, une implémentation C++ native. Il faut savoir que les méthodes natives utilisent une sorte de convention d'appel. Le nom de la méthode, notamment, qui est spécifié ici, doit comprendre vraiment tout le nom du package, tout le chemin du package de la classe Java qui contient la méthode native. Ici, par exemple, c'est comme myProject, myStore, et le nom de la méthode donc, qui est addition. Donc, pour simplifier cela, il existe un outil qui s'appelle JavaHash, qui permet de générer les stubs, c'est-à-dire vraiment les prototypes des méthodes JNI, très facilement avec une petite ligne de commande que j'ai spécifiée ici à cet endroit-là. Donc il faut juste spécifier les genres qu'on utilise, il faut spécifier la classe JNI que l'on veut générer, la classe Java que l'on veut générer, et après ça génère donc un fichier header qui contient le prototype de la méthode. Voilà, donc il est aussi possible, c'est ce que j'ai expliqué à la fin, d'enregistrer les méthodes à la main, c'est-à-dire on écrit les méthodes comme on veut, on leur donne le nom qu'on veut et on peut les enregistrer à la main auprès de JNI. Bon, je ne vais pas expliquer le fonctionnement, mais c'est possible aussi.
Alors, tout à l'heure, on a vu donc qu'il y avait tout un tas d'objets particuliers, JANI-ENV, JObject, etc., JInt. Donc il faut savoir que tous les objets JANI, donc tous les types de données, les types primitifs, les objets, les strings, les tableaux, ont une représentation dans le code natif. Et cette représentation, on va dire que ces types-là possèdent un nom particulier à chaque fois. Donc c'est JString pour une string, JObject pour un objet, et tous les objets sont donc vraiment disponibles. Et il y a un objet notamment très important aussi en JANI, qui est un peu l'objet central qui permet d'accéder à toute l'API de réflexion, qui est l'objet JANI-ENV, qui est passé à chaque méthode systématiquement et qui permet vraiment donc de manipuler la machine virtuelle d'Alvik. Donc quelques exemples ici de méthodes qui sont disponibles. Comme je disais, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui est disponible en Java avec l'API de réflexion. Notamment, par exemple, on peut essayer de chercher une classe, on peut renvoyer une exception. Alors, je parlerai un peu plus tard des références, c'est assez important en Java. On peut instancier de nouveaux objets, on peut récupérer des méthodes et après par la suite les appeler. Donc vraiment, tout est disponible. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'un JNI-ENV est vraiment spécifique à un thread. Donc on ne peut pas partager ces objets-là entre différents threads. Et ça, c'est très important, il faut faire très attention à ça. Donc JString, c'est un objet qui est vraiment particulier en JANI. Donc ça n'a rien à voir avec une chaîne native C++ classique, il faut le savoir. Une chaîne JString, c'est vraiment un objet Java. Et pour y accéder, il faut convertir cette chaîne en chaîne native en utilisant des méthodes de l'objet JNI-ENV qui sont disponibles. Notamment newString-UTF, getString-UTF-char, getString-UTF-length. Donc on peut tout faire, on peut récupérer la taille de la chaîne, récupérer les caractères. Mais on ne peut pas travailler directement sur l'objet JString. Alors ce qu'on récupère quand on convertit la chaîne en chaîne native entre guillemets, c'est alors soit de l'UTF-16, soit de l'UTF-8, mais un UTF-8 qui est un petit peu modifié. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que ce n'est pas une chaîne classique, c'est un char étoile. Donc vous ne pourrez pas utiliser les méthodes classiques qui permettent de manipuler les chaînes C. On pourra les utiliser, on va dire, parce qu'il y a toujours un caractère nul à la fin. Cela dit, certaines méthodes, notamment pour récupérer la longueur de la chaîne, ne fonctionneront pas parce que certains caractères, par exemple, sont sur 2 octets plutôt que 1. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Donc voilà, sachez aussi que si vous utilisez les chaînes UTF-16, celles-ci, par contre, non. Donc ça, c'est vraiment les chaînes type de chaîne Java classique. Celles-ci ne sont pas terminées par un caractère nul à la fin, donc vous ne pourrez pas les manipuler vraiment alors, du tout avec les fonctions classiques du C, str, len, etc. Voilà pour ça. Donc ici, j'ai un tout petit exemple qui explique comment récupérer une chaîne. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on passe un objet, qu'on récupère un objet JString qui est ici, si on veut récupérer une chaîne de caractères, on est obligé de passer par la méthode getString-UTF-char qui va vous convertir la méthode en chaîne native. On peut la traiter par la suite et à la fin, il faut penser à libérer cette chaîne native avec les méthodes appropriées fournies par JANI. Ensuite, donc, alors JNI-Object, tous les autres types d'objets Java sont passés sous forme de JObject. Donc ces objets, au final, peuvent être gérés grâce à l'API de réflexion fournie par JANI. Donc notamment, on peut récupérer une classe via la méthode findClass. Et à partir de ça, on peut ensuite travailler sur cet objet, alors pas comme un objet Java classique, mais on peut appeler les méthodes dessus par réflexion. On peut récupérer les champs disponibles sur cette classe par réflexion. Les méthodes statiques aussi, les champs statiques. On peut faire vraiment tout ce qui est disponible avec l'API de réflexion Java. Alors il faut savoir qu'un JObject, en fait, c'est une référence vers un objet, un petit peu comme en Java d'ailleurs. Alors une subtilité, c'est que par défaut, un JNObject est local, est une référence locale, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être partagée.
comment dire, utilisée à l'intérieur de la méthode. Une fois que vous avez terminé votre méthode native, la référence n'est plus valable. Donc il faut penser à la libérer, à ne plus l'utiliser, ou alors la transformer en référence globale, un petit peu comme une référence Java classique. Auquel cas, à ce moment-là, on pourra la partager entre les threads et on pourra la garder au-delà du périmètre de la méthode. Ensuite, on a aussi accès donc, aux weak pointers qui sont utilisés en Java. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là non plus, mais c'est relativement classique. Et donc, il faut bien penser à gérer ces références d'objets, car c'est le point le plus complexe vraiment de JNI. Donc voilà, c'est ce que j'explique ici. Donc, les objets par défaut sont des références locales. Donc, on peut les utiliser qu'à l'intérieur de la méthode. Elles sont spécifiques à chaque thread. Elles sont libérées dès qu'on quitte la méthode. Et donc, il faut penser à les libérer en utilisant un delete localref systématiquement. Donc ça, c'est une méthode qui est disponible sur l'objet JNI. Et ensuite, alors il faut savoir que des références locales, on a accès qu'à 16 références locales par défaut lorsqu'on appelle une méthode JNI. Donc ça veut dire que vous pouvez manipuler en gros 16 références ou un petit peu plus à la fois. Alors, il est possible de le faire, il est possible d'en traiter plus à la fois en utilisant certaines méthodes d'allocation particulières. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais sachez donc que quand vous manipulez vraiment des objets en Java, des JObjects JNI, il faut vraiment penser le plus vite possible à supprimer les références pour éviter d'atteindre cette limite de référence. Donc ce que j'explique aussi, c'est qu'on peut transformer ces références locales en références globales, auquel cas on pourra les partager entre les différents threads, on pourra les partager avec Java. Tant qu'on a cette référence globale, d'ailleurs, c'est comme en Java, le garbage collector ne pourra pas récupérer la référence vers l'objet, donc il ne pourra pas être supprimé. Et donc, de même que pour les références locales, il faut penser à libérer la référence globale, sinon on aura une fuite mémoire. Donc pour ça, il y a une méthode qui est équivalente, qui est delete global ref, ce coup-ci. Donc je parlais d'API de réflexion. L'API de JNI permet donc de récupérer, ici j'ai donné un exemple, permet de récupérer un type de champ par réflexion. Donc par exemple, typiquement si on veut récupérer la valeur d'un champ, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un getFieldID en passant le nom du champ qu'on veut récupérer sur notre objet. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ce descripteur, pour ainsi dire, de champ, on va appeler une méthode qui permet de récupérer sa valeur. Donc c'est par exemple, ici on aura un get boolean field, get integer field. On passe le descripteur en paramètre du champ et donc cette méthode-là nous retournera la valeur vraiment native du champ qu'on veut récupérer. Par exemple pour un entier, on récupérera un jint. Alors j'ai oublié de préciser que les types primitifs, jint, jboolean, etc. sont convertibles en type primitif C++ classique. En fait ce sont les mêmes. Un jint pourra être utilisé comme un int. Voilà. Un boolean pourra être utilisé comme un bool en C++. Donc les mêmes méthodes sont disponibles aussi pour les champs statiques, pour récupérer les valeurs des champs statiques. Sauf qu'à la différence des méthodes qui fonctionnent sur les instances, on ne passe plus un JObject en paramètre, mais on passe une classe à la place, un JClass. Donc le même principe s'applique à l'appel de méthode. On récupère un descripteur de méthode. Ensuite, on peut appeler cette méthode en la passant il y a tout un tas de méthodes qui permettent d'appeler des champs des méthodes qui retournent par exemple des entiers, des booléens, des objets aussi. Donc par exemple, on pourra avoir par exemple un call integer méthode. On passe le descripteur et on récupérera en retour un entier. Et donc là aussi, on a accès à des méthodes qui permettent de récupérer, qui permettent d'appeler des fonctions statiques sur les objets Java. Alors, il faut juste savoir une spécificité sur les méthodes. C'est qu'il faut préciser il faut donner une sorte de description de la méthode qu'on veut appeler, des paramètres qu'on veut appeler. C'est-à-dire là, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné à la fin,
on veut récupérer une méthode qui a un paramètre, un objet Android View, et qui a aussi, alors là, il y a un petit descripteur ici, qui indique que l'on veut récupérer un entier, et le Z à la fin indique que la méthode doit retourner un booléen. Donc à partir de ce descripteur-là et du nom de la méthode, JNI pourra vous fournir la bonne méthode. Alors pourquoi utiliser une description comme ça? C'est principalement parce qu'il peut y avoir plusieurs méthodes avec le même nom, mais avec des paramètres qui sont différents et qui sont surchargés. Donc je parlais tout à l'heure aussi des exceptions. On peut facilement renvoyer des exceptions grâce à JNI. Alors il ne faut pas confondre, attention, les exceptions Java et les exceptions C++. Les exceptions C++, ça n'interviennent pas du tout. Donc les exceptions. Alors il faut savoir une chose que je n'ai pas précisée, c'est que quand on fait un appel natif, vraiment, pour ainsi dire, on sort de la machine virtuelle Java et on rentre dans le code natif. Et tant que le code natif s'exécute, le code Java ne s'exécute pas. Et c'est une fois qu'on sort de la méthode native, que le flow d'exécution Java reprend son cours. Et donc, lorsqu'on renvoie une exception, le code natif, lui, continue à s'exécuter. Mais c'est une fois qu'on est sorti de la méthode native que l'exception Java va être levée dans le code Java. Et il va être levé au niveau de la méthode native qu'on a déclarée dans le code Java. Donc tout à l'heure, il y avait un native getMyData. Donc c'est à l'endroit où on a fait cet appel-là que l'exception va être levée. Côté Java, je précise. Donc pour envoyer une exception, c'est ce que j'expliquais aussi, il suffit de récupérer la classe de l'exception que l'on veut renvoyer, c'est ce qui est précisé ici. Par exemple ici, une invalide key exception, qui sera déclarée en Java. Et ensuite, pour envoyer cette exception, il suffit juste de faire un throw new avec l'objet JNIEnv en passant l'instance de cette classe. Et il faudra bien penser aussi, donc là j'ai mis un exemple, à supprimer la référence vers la classe qui a été récupérée, donc vers l'objet JNI qui a été récupéré pour éviter d'avoir trop de références locales à la fois. Voilà. Donc ça c'est un petit détail, mais c'est important de le faire systématiquement. Donc on peut renvoyer des exceptions depuis du code natif. On peut aussi, quand on appelle du code Java, attraper ces exceptions, enfin les récupérer. Et donc notamment, il existe une méthode, lorsqu'on appelle une fonction Java depuis le code natif, on peut vérifier après un appel si une exception est survenue avec la fonction exception occurred. Et ensuite, si jamais on découvre qu'il y a une exception qui a été retournée, il suffit, soit on peut sortir de notre méthode C++, auquel cas l'exception sera levée dans le code Java et sera traitée par Java. Soit alors on peut faire aussi une exception clear pour dire ok, l'exception est traitée, on en fait un try-catch pour ainsi dire. C'est tout comme en tout cas. Et donc plus besoin de traiter l'exception. Et donc dès qu'on sortira du code Java, c'est le flow d'exécution normal qui continuera. Donc maintenant je vais faire un petit tour d'horizon vraiment de toutes les API qui sont disponibles sur Android, rapidement. Donc, l'un des principaux ajouts du NDK, c'est la Native Activity. Donc, une Native Activity, c'est c'est une activité classique Java, il faut le savoir. Certes, au final, on n'accède pas à son code, on ne le voit pas, mais derrière, c'est une activity Java. Et cette activity Java va fournir en plus de cette activity Java, on aura une sorte de librairie qui va créer en fait un thread. Alors déjà, il y aura le thread UI, qui est le thread de la native activity, qui derrière va créer un thread natif, qui lui sera le thread qui fera les traitements, dans lequel sera écrit votre code C++, qui embarquera votre code C++. Donc il y a la native activity qui est écrite en Java et celle-ci appelle un petit module qui est le native app glue qui exécutera qui lancera pour ainsi dire ce code natif. Donc, la native activity elle est fournie avec le framework Android pour dire que votre application utilise cette native activity. Vous avez juste à déclarer dans le manifeste Android comme pour une activity classique votre classe ici.
Donc ça dans le manifeste. Ensuite, vous précisez, il y a une petite propriété là, une metadata à rajouter qui indique le nom de la librairie qui va devoir être exécutée par votre Native Activity. Et de cette façon-là, votre Native Activity va appeler votre propre code qui ici sera par exemple mylib. Donc voilà, là j'ai donné un petit exemple de code pour Native Activity, je ne vais pas insister. D'autres API sont disponibles, notamment des API pour les assets, qui permettent donc de récupérer vraiment tout ce qui est assets, comme en Android côté Java. À la différence, donc il faut savoir aussi que les assets ne sont pas les ressources, ce sont deux choses vraiment différentes. Donc vous ne pourrez pas accéder aux ressources classiques Android depuis le NDK. C'est vraiment que les assets. Donc, autre API disponible, c'est tout ce qui permet de faire du rendu sur les fenêtres et aussi de dessiner dans des bitmaps. Donc, les deux API sont relativement similaires. En gros, ça se passe en 3 temps. Au début, on lock la fenêtre ou le bitmap. Ensuite, on peut accéder directement aux pixels qui sont disponibles en mémoire. On fait des accès mémoire directement et changer la couleur des pixels, par exemple. Et à la fin, une fois qu'on a fait notre traitement, il faut indiquer à Android que l'on a terminé le traitement avec un unlock and post, par exemple, pour les fenêtres. Et donc l'API pour les bitmaps est vraiment similaire. Donc autre API disponible, là je ne vais vraiment pas insister là-dessus parce que c'est quelque chose il y a beaucoup de littérature sur le sujet. C'est tout ce qui concerne OpenGL qui permet de faire tout ce qui est rendu 3D dans les applications Android. Donc l'API est vraiment très similaire à ce qui est disponible en Java. Vous avez aussi une petite librairie donc, qui permet l'initialisation directement depuis le code natif de la librairie OpenGL, alors qu'avant il fallait passer par le code Java pour initialiser la fenêtre OpenGL et ensuite déléguer le rendu au code natif. Donc ça, maintenant, ça n'est même plus nécessaire. Donc, autre API disponible, c'est OpenSL. Alors,